Bonsoir. Vous êtes donc venus nombreux ce soir écouter la passionnante Marie-Laure Guthon, qui règne d'une main de fer, mais dans un gant de velours, sur le très riche département des accessoires du Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, et vous avez eu bien raison. Parce que vous êtes donc, chère Marie-Laure Guthon, certes une importante spécialiste de la mode et des accessoires de mode, mais d'abord une grande médiéviste. Votre passion première est l'histoire du Moyen-Âge, son histoire politique, son histoire sociale, culturelle, religieuse, littéraire, ce qui vous conduit non pas à l'enseignement, comme la plupart de vos confrères, mais à vous intéresser à une autre discipline, la muséologie. C'est donc à l'école du Louvre que vous approfondissez vos connaissances artistiques, vous étudiez, vous questionnez l'institution muséale, vous apprenez notamment à gérer, conserver, classer, mettre en valeur les œuvres des collections, mais ce n'est pas encore assez pour vous, j'imagine. Vous prenez le chemin de la faculté de droit, où vous vous spécialisez en gestion du patrimoine culturel, ce qui vous conduit naturellement à élargir vos connaissances dans le domaine des politiques culturelles au niveau de l'Europe. Concevoir des expositions, les budgéter, négocier les subventions et surtout gérer les contraintes des projets. Tout ceci vous a bien servi quand il s'est agi de monter des expositions aussi délicates que celle intitulée « Accessoires et objets, témoignages de vie de femme à Paris 1940-1944 » qui a eu lieu en 2009 au musée Général Leclerc, Jean Moulin, à Paris. À cette occasion, vous vous êtes rendu compte combien il est difficile, encore aujourd'hui, de parler des années 40 autrement que par le biais de la politique. Combien il était difficile de parler de ces années sans se laisser écraser par cette trinité accablante, occupation, résistance, libération. La mode reste encore de nos jours liée à la frivolité, mais nous allons voir ensemble ce soir que la mode peut être un acte politique, une prise de position. Alors, comme Yves Saint Laurent s'est inspiré pour sa collection 1971 de la mode des années 40, c'est l'occasion pour nous d'évoquer ensemble les contraintes de la haute couture sous l'occupation, les difficultés rencontrées par les couturiers pendant la guerre, les problématiques qui se sont imposées à la profession et surtout comment la haute couture a survécu aux années d'occupation. Nous détaillerons également les tendances à l'époque pour voir si la créativité était de mise ou pas ces années-là. Mais avant, pouvez-vous nous dire, Marie-Laure Guthon, qu'est-ce qui caractérisait la haute couture dans les années 30, juste avant la guerre, et quels étaient les grands couturiers de l'époque? Alors, la mode dans les années 30, c'est une mode d'une grande élégance, c'est vraiment une période d'apogée de la haute couture. On sort des années 20 où la coupe est très tubulaire, où on est beaucoup sur l'ornementation, le décor brodé, de paillettes, etc., pour arriver sur une décennie où la coupe va être reine, où on va être très inspiré par le flou et notamment l'utilisation du biais. Vous avez peut-être vu l'exposition Madeleine Vionnet qui avait eu lieu aux Arts Décoratifs il y a quelques années, qui est l'une des reines dans ce domaine et dans l'utilisation de ce biais. On est sur une mode qui, à la fin des années 30, est très romantique aussi, très inspirée aussi du 19e, et voilà, sur une couture qui cherche le raffinement par la coupe. Donc, à part Vionnet, qui étaient les têtes d'affiche? On a Jeanne Lanvin, l'exposition du Palais Galliera vous donnera une belle représentation de sa création. On a également évidemment Schiaparelli qui, avec sa collaboration avec les surréalistes, a marqué particulièrement cette décennie. D'autres noms comme Jacques Heim, Lucien Lelon, voilà. Jean Patou, par exemple, effectivement, qui a aussi beaucoup marqué les années 20 et qui perdure effectivement dans les années 30. On a des maisons comme Molineux, on a... Est-ce que Balenciaga était déjà ancré? Balenciaga commence effectivement à lancer sa maison, d'abord en Espagne puis à Paris. Donc effectivement, toute cette haute couture, elle est représentée par des grandes têtes d'affiches qu'on voit dans la presse et qui présentent régulièrement leur collection au public. Donc, les hostilités commencent le 15 novembre 1939 et pendant les 4 années qui suivront, de nouvelles problématiques vont s'imposer aux femmes comme aux couturiers. Est-ce que la mode utilitaire va triompher tout de suite, dès le début
de la crise, ou bien non? Est-ce qu'on attend un peu? Alors très rapidement, la guerre et l'occupation vont avoir des répercussions sur cette mode, aussi bien du côté vêtements que du côté accessoires. On va voir très rapidement l'impact du conflit et des restrictions qui vont se mettre en place très rapidement. Et une des premières sensations qu'on peut avoir en voyant cette mode de l'occupation, c'est qu'elle est très vite inspirée par le milieu militaire. Il y a une influence militaire qui envahit la mode. On le voit, alors l'apparition du tailleur, tout d'abord, qui est quand même inspiré de cet uniforme militaire, qui va voir la multiplication de poches, qui est quelque chose d'utilitaire justement. On va avoir des couleurs aussi, comme le bleu RAF, qui va entrer dans la mode, aussi bien sur le vêtement que sur l'accessoire. Le kaki. Les verts aussi, kaki ou des verts bronze, etc., qui viennent aussi de l'uniforme. Le 14 juillet 1939, les Écossais défilent sur les Champs-Élysées, comme le défilé du 14 juillet. Et on va voir les modistes notamment retenir leurs calots ou leurs bérets qui sont bordés de tartans, d'écossais, etc. Et on va les voir arriver sur les têtes des Parisiennes. C'est une réinterprétation par exemple du Glengarry, etc. Et sur le côté plus utilitaire, on voit dès septembre 1939 apparaître dans les collections, sont rajoutés dans les collections des couturiers des modèles pour descendre aux abris. On a notamment Schiaparelli qui a créé une tenue d'abri inspirée des aviateurs, avec, qui est une sorte de combinaison avec une multitude de poches. Robert Piguet aussi va créer un modèle pour descendre aux abris, accessoirisé avec le capuchon, parce que l'idée c'est que ce soit une tenue pratique, qui tienne chaud, qu'on puisse enfiler rapidement et qu'on puisse descendre dans les caves ou dans le métro avec. Évidemment, on s'adresse à des catégories sociales qui sont quand même relativement aisées pour accéder à ces pièces-là. Mais toute classe, ça montre que toute classe de la société est face à ces problématiques. Donc robe d'intérieur plus que robe du soir. Les deux perdurent, mais on se rend compte que les couturiers se posent des questions sur le quotidien des femmes qu'ils habillent. Et effectivement, on va avoir aussi la question du froid, qui est une problématique omniprésente pendant la guerre, puisque les hivers, à partir de 1940, 41, 42, jusqu'à la fin de la guerre, ont été particulièrement vigoureux. Ce qui rajoutait encore au drame de la période. Et donc les couturiers se préoccupaient des tenues d'intérieur, notamment de leurs clientes, en proposant par exemple des douillettes, en proposant des choses bordées de fourrure ou doublées, etc., pour leur permettre de ne pas craindre le froid, parce que même les classes sociales aisées avaient des difficultés à chauffer les appartements. Donc pas de luxe tapageur, mais pas de laisser aller non plus. Il y a ces deux choses. Et est-ce que, par exemple, les couturiers se sont adaptés aux nouveaux moyens de transport? Vous voyez effectivement que la bicyclette a tout de suite été là. Est-ce qu'on s'adaptait effectivement à la bicyclette? Tout à fait, puisque très rapidement l'essence a été réquisitionnée pour les troupes allemandes qui nécessitaient l'essence pour se déplacer. Et la bicyclette est devenue vraiment la petite reine à Paris, notamment, avec, je crois, 2 millions de bicyclettes dans Paris. Enfin, c'était vraiment... on voit des photographies de parking de bicyclettes absolument ahurissants. Et les couturiers vont proposer à leurs clientes des tenues adaptées à la bicyclette. Alors la grande question sera, c'est ce que relève aussi la presse, parce que la presse fait le relais de ces questions-là. Est-ce qu'on porte une jupe-culotte ou une culotte sous la jupe? Ça va être la grande problématique. Mais Marie-Claire rappelle dans les 10 commandements de la Parisienne, quand même, la culotte à bicyclette tu porteras seulement. Donc il y avait quand même encore cette problématique de la culotte et du pantalon qui continuait à se poser pendant la guerre. Le gouvernement de Vichy était d'ailleurs assez rigoureux par rapport à ces questions-là, puisqu'elle était interdite. Mais face à la nécessité de travailler aux conditions globales, il y a quand même eu quelques assouplissements qui se sont mis en place. Et est-ce que le métro, par exemple, a
était un vecteur d'une mode particulière, pas du tout, parce qu'on prenait, j'imagine, alors on prenait beaucoup le métro. évidemment le métro, mais c'est vrai que la bicyclette a beaucoup plus influencé, parce que pour pédaler voilà, dans Paris, on avait besoin d'avoir une tenue plus adaptée que pour prendre finalement le métro, qui peut s'habiller un petit peu comme on le souhaite. Avec ou sans culotte. Avec ou sans culotte, donc. Et pour les accessoires aussi, du coup, on a vu des choses évoluer. Ça a été, les années de guerre sont la grande période, par exemple, du turban, qui a été lancé en partie par Paulette, célèbre modiste. Et ce turban, il a plusieurs avantages. C'est qu'effectivement, à bicyclette, on est sûr qu'il tienne bien sur la tête et qu'un coup de vent ne l'emporte pas là. C'est qui permet aussi d'avoir chaud. On est bien enveloppé, la nuque, etc. Et ça permet aussi de cacher les cheveux qu'on ne peut pas entretenir aussi régulièrement, laver aussi régulièrement qu'avant la guerre. Alors, est-il vrai que le chapeau était l'accessoire qui a connu la plus importante mutation ces années-là? Alors, le chapeau, c'est vrai que quand on observe notamment les collections du musée Galliera, où on a quand même 700 accessoires de la période, avec une grosse majorité effectivement de chapeaux. Parce que ce sont des objets qui ont été conservés et qui nous ont été donnés au musée. Parce que le chapeau, il est utilitaire, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de l'ornement que l'on conserve. Et quand on observe donc ces collections, on voit très nettement une différence entre le début de la période 39-40 et la fin de la période 43-44, avec au début de la période plutôt des petits chapeaux, petits bibis, petites toques, etc., qui sont portés à l'avant du visage, qui retombent sur le visage, parfois avec une voilette, vraiment de petite taille. Et en 1942, on se rend compte que le chapeau bascule vers l'arrière. Il y a vraiment un basculement qui fonctionne aussi avec la coiffure. On voit ces coques à l'avant. Il commence à prendre de plus en plus de volume, jusqu'à 43-44, où là on arrive à des choses qui sont même complètement disproportionnées par rapport à la silhouette. Ça peut être très extravagant, avec de grandes calottes, on a beaucoup d'ornementation, par exemple des fleurs en tissu, des rubans, des choses de ce type-là. Et on a toujours cette inclinaison vers l'arrière. Donc en prenant deux chapeaux du début et de la fin de la période, on a deux styles qui sont radicalement différents. Et comment vous expliquez l'évolution? Parce que le chapeau était l'accessoire qui pouvait être fabriqué dans des matériaux non contingentés, qui sont notamment le feutre, qui peuvent être dans des matériaux comme de la paille, comme des tissus récupérés, etc. Tout ce qui était ornementation, donc les fleurs, les voilettes, ça pouvait être récupéré dans des stocks qui étaient encore chez les modistes, ou on les retirait de chapeaux des années 30 ou même plus anciens et on les redisposait sur des créations nouvelles. Et vraiment, on pouvait utiliser des rubans, on pouvait utiliser beaucoup de choses, même de la dentelle, les voilettes, etc., qui ne nécessitaient pas de ticket de rationnement. Donc effectivement, loin de stopper l'esprit créatif, la guerre, je ne dirais pas qu'elle a eu un effet stimulant, mais un peu quand même. Je pense qu'en situation effectivement de crise, à travers la mode, c'était une façon de s'exprimer. Et on le voit très clairement à travers les journaux de la période, à travers aussi le discours de Lucien Lelong, qui était président de la Chambre syndicale. Il y a une réelle volonté de garder la tête haute, d'où peut-être aussi le chapeau, face à l'occupant et de maintenir la créativité et la création parisienne dans ces années noires. Donc effectivement, c'est une question de devoir, on parle même dans la presse, c'est le terme, le devoir d'être élégante et de rester le symbole de Paris et de la France à travers Paris. On va parler d'un autre accessoire qui effectivement a connu énormément de fantaisie. À cette époque, c'est le bouton, a-t-on dit. Est-il vrai? Le bouton, effectivement, c'est un des accessoires. Étant donné qu'on pouvait finalement avoir, non pas peu de variété dans le vêtement, mais qu'on était quand même beaucoup plus contraint du fait des contingentements de textiles, etc., l'ornementation du vêtement et l'accessoire, en particulier, de façon générale, était vraiment important pour transformer la silhouette, s'adapter aux différentes occasions de la journée, aux circonstances, etc., puisqu'on avait moins l'occasion de changer de tenue, vu qu'on changeait davantage d'accessoires. Et le bouton faisait partie de cette ornementation du vêtement
pour créer une dimension plus mode et plus fantaisiste. Donc c'est vrai qu'on voit par exemple Lucien Lelong qui, sur certains de ses modèles, va proposer des boutons de circonstance, on va dire, d'actualité, on pourrait dire, qui vont rappeler par exemple les roues de bicyclette, qui vont rappeler aussi des petits outils de bricolage, etc. Et tout ça s'inspire du quotidien de la période. Et il y a une chose, vraiment en travaillant sur le sujet, que j'ai trouvé importante, c'est de voir l'humour aussi qui passe à travers ces objets. Plus à travers l'accessoire qu'à travers le vêtement, puisque l'accessoire, il se prête à plus de fantaisie, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a par exemple Line Vautrin, qui est une célèbre créatrice de bijoux, qui a donné au musée une ceinture qu'elle a appelée les flacons d'ivresse, et qui est composée de 6 petits flacons en verre, cernés de métal doré. Sur chacun, on voit Calvados, on voit Armagnac, etc., des noms d'alcool. Et il faut savoir qu'à partir de 1940, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des lois pour réglementer la consommation d'alcool, pour lutter contre l'alcoolisme, etc. Et on ne pouvait plus boire d'alcool ni en vendre, ni en boire, etc. les mardis, jeudis et vendredis, quelque chose comme ça. Et donc, pour prendre un peu le contre-pied de ces restrictions d'alcool, elle a créé cette ceinture qui était une sorte de clin d'œil à l'époque, et à ce qu'on lui imposait. Alors, pour effectivement parler des bijoux, c'est-à-dire même les grands joailliers, se sont mis aussi effectivement à créer des bijoux en or, en pierres précieuses qui font écho à l'époque. Complètement. On a effectivement dans de grandes maisons comme Cartier, Boucheron, etc., des créations de bijoux qui évoquent le contexte politique qui règne. Et on a notamment, justement, quand je parlais de cette influence militaire tout à l'heure, Boucheron, en 1939-1940, crée une ligne de broches qui représente différents petits soldats. Donc on a l'aviateur, on a l'artilleur, voilà. On a également chez Cartier des broches qui représentent l'oiseau en cage, donc symbole de l'emprisonnement, de la situation politique dans laquelle se trouve la France. Et cet oiseau en cage, soit il est seul, soit il est avec son petit. Et à la Libération, on va trouver cette symbolique de la cage ouverte, chez Boucheron, mais chez d'autres aussi, avec l'oiseau libéré. Et on a, pour répondre, voilà, les bijoutiers le font, mais d'autres créateurs et couturiers aussi. Nous avons dans les collections du musée une écharpe de Jeanne Lanvin, qui est datée de 1945, qui porte l'inscription « Liberté, liberté chérie ». Et le motif qui est représenté, c'est une cage ouverte avec un oiseau qui en sort. Donc on manifeste son opinion par l'intermédiaire d'accessoires. D'accessoires, c'est ça. Et par exemple, le sac, est-ce que le sac a subi des modifications et si oui, lui aussi, il n'a pas échappé, il n'a pas échappé à une évolution certaine. Le sac va évoluer sur la période, dans un premier temps par son format, par sa dimension. Est-ce qu'il faut se rendre compte que quand on faisait des heures de queue, quand on devait se déplacer justement en métro, etc., on avait besoin d'avoir sur soi tout son petit matériel, de l'argent, des papiers, etc. Auparavant, c'est vrai qu'une femme sortait sans forcément d'argent sur elle, etc. Là, on a vraiment besoin d'avoir avec soi tout son attirail, j'ai envie de dire. Voilà. Le sac va également évoluer pour des questions pratiques, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître la bandoulière, donc une anse réglable qui va permettre de mettre le sac justement sur l'épaule et donc de se libérer les mains, ce qui est très pratique quand vous êtes à bicyclette ou quand vous faites la queue et que du coup vous pouvez mettre les mains au chaud et pas les laisser à l'extérieur en ayant le sac sur le bras. Et on va voir des systèmes qui vont être déposés, notamment des brevets déposés à l'INPI, qui vont mettre en place des systèmes de bandoulières réglables. Et Hermès, notamment, va créer comme ça le sac moto, qui est un sac dont la anse peut être soit courte, et dans ce cas-là, on porte le sac au bras ou à l'épaule, soit grâce à un système de charnière qui s'imbrique, va devenir un sac en bandoulière qu'on pourra porter à l'épaule. Et il s'appelle vraiment le sac moto, il est de 41, si je ne dis pas de bêtises.
Et des petits sacs, par exemple, qu'on accroche à la ceinture, est-ce que ça existait à cette époque? Alors on peut trouver des ceintures avec, par exemple, des emplacements pour mettre ses pièces. On peut avoir des choses qu'on peut cacher un peu sous une veste, etc. Mais c'est vrai que le sac est plutôt dans des proportions et vraiment avec des poches. On peut avoir des sacs prévus avec un compartiment pour le masque à gaz, par exemple, qui permet du coup de l'avoir sur soi et de... Le masque à gaz qui fait la une de ce catalogue, qui est le catalogue d'une de vos expositions. Effectivement, on voit une femme d'une élégance parfaite avec son masque à gaz. C'est une tenue d'abri de Robert Piguet, donc de 1939, où on voit bien que... Donc elle a cette combinaison et elle a ces capuchons, ces capes, qui ont été très utilisés pendant la guerre, parce que le capuchon, ça permet d'être bien enveloppé et de ne pas avoir froid. Donc ça a été une des pièces aussi importantes de la période. Donc pour aller chronologiquement, nous sommes le 14 juin 40 et les Allemands font donc leur entrée dans Paris. Le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux, Pétain demande l'armistice, elle est signée le 22 juin 40 et la France devient le fournisseur officiel de l'Allemagne. Donc le cuir et la laine sont réquisitionnés. Donc les sacs, à partir de ce moment-là, c'est quoi? Pour faire de grands sacs, on n'a plus de cuir, on utilise quel autre matériel? Alors effectivement, la France devient fournisseur essentiel du Reich. Dès le début de l'occupation, ça a été très rapide. Des plans sont mis en place, le plan Kerl pour la laine, le plan Grunberg pour le cuir. Et effectivement, les répercussions sont immédiates pour les bottiers comme pour les maroquiniers, avec une obligation dès l'automne 1940 pour les maroquiniers et les bottiers de déclarer leur stock de cuir. À partir de novembre 1940, interdiction de vendre des chaussures en cuir. Et le 3 janvier 1941 est mis en place un système de tickets de rationnement pour le cuir, pour les chaussures. Et à partir de cette date-là, il faut savoir que 6 millions de paires de chaussures sont réquisitionnées par l'Allemagne en 1940. Hommes-femmes. 41, voilà. Et il reste 10 millions pour la population française. Donc pour obtenir des tickets de rationnement qui vous permettront d'acheter ces chaussures, il faut se rendre en mairie, remplir un formulaire et selon des critères d'âge et de profession, on vous attribuera ou non des tickets pour différents types de chaussures, de l'espadrille, à la galoche, des chaussures pour le... C'est vrai qu'il y a une forme de priorité qui est donnée aux travailleurs qui ont besoin de chaussures solides pour leur profession. Mais voilà, donc il y a vraiment cette mise en place d'une réglementation pour l'utilisation du cuir. Et il faut donc trouver des ersatz ou des matériaux autres pour pouvoir produire d'autres types de chaussures. Alors l'image d'Épinal, mais qui est réelle de la période, c'est évidemment les semelles en bois, qui a inspiré une chanson à Maurice Chevalier, la symphonie des semelles de bois, dans laquelle il parle du clac-clac-clac sur le pavé parisien de ces semelles. Donc les semelles de bois vont être effectivement employées avec des brevets d'invention aussi qui vont être déposés pour essayer d'assouplir la semelle. L'une des des plus connues de la période, c'est la semelle flex, voilà, qui a été commercialisée en France par la société Sigdam, mais qui à l'origine est un produit allemand de la société de Sirold. Et c'est un système en fait de semelle de bois qui est découpé en quinconces, des stries en quinconces qui permettent d'avoir une souplesse du pied. Et pour la petite anecdote, quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit que le risque c'était d'avoir un petit caillou qui se coinçait dans la semelle et qui faisait qu'on restait un petit peu coincé. Et la semelle en liège vient après. On a également en parallèle finalement l'utilisation du liège, effectivement. Généralement sous forme de semelle compensée pour gagner en résistance. C'est pour ça aussi que le compensé se développe beaucoup, c'est que le fait d'avoir une semelle plus épaisse permet d'avoir une meilleure résistance, d'éviter que ça craque. Et ça isole aussi du froid, du pavé, du sol. Donc le liège est effectivement beaucoup utilisé et dans ces cas-là, il est généralement recouvert de tissu. On voit rarement la semelle de liège brute
sur les chaussures. C'est souvent gainé de tissu pour le rendre un peu plus étanche aussi et puis faire en sorte que l'esthétique de la chaussure soit plus équilibrée. Est-ce qu'il y a autant de fantaisie, par exemple, dans la chaussure que dans les chapeaux ou dans d'autres accessoires? Il y a de la fantaisie. Je pense que le chapeau, c'est vraiment le summum, hein, voilà. Mais dans la chaussure aussi, on voit, par exemple, on a dans les collections une paire de chaussures dont la semelle a été sculptée par le fils de Jean Dunand pour sa belle-sœur, des histoires de famille. Jean Et on Dunand, voit précisé. Jean Dunand, qui est un célèbre artiste laqueur des années 30, qui a travaillé sur les France et qui vraiment, on connaît ses œuvres aussi en coquilles d'œufs, etc. Et pendant donc son fils avait réalisé ces semelles, donc c'était des semelles en bois qu'il avait sculptées et qui font des, je peux peut-être montrer parce qu'il y a la photo. C'est ça, qui font en fait des volutes. Voilà. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus léger. Et pour la petite histoire, pendant la guerre, Jean Dunand a travaillé avec la modiste Agnès et il a fabriqué pour elle, enfin il a taillé pour elle des copeaux de bois. Donc il y a des films d'actualité qui le montrent en train de tailler ces copeaux de bois et ensuite elle les utilisait pour créer des coiffures. Donc les copeaux étaient assemblés, on mettait une petite voilette, etc. Et dans les films, on voit les Parisiennes, enfin les modèles en tout cas d'Agnès, qui se promènent avec leurs copeaux de bois sur la tête. Et on a une de ces pièces dans nos collections. Alors, fin juillet 40, il est décidé que la haute couture sera intégrée dans un organisme allemand. Et puis le couturier Lucien Lelong, qui était aussi président de la chambre syndicale, va essayer par tous les moyens de maintenir la haute couture française. Alors quels vont être ses arguments et est-ce que effectivement le rayonnement de Paris en dépendait? Alors effectivement, dès le début des hostilités, enfin de l'occupation, les Allemands ont tenté d'emporter à Berlin la haute couture parisienne, en voulant faire venir les couturiers parisiens en Allemagne. Et Lucien Lelong, qui était effectivement le président de la chambre syndicale de la couture, est parti en Allemagne en novembre 1940, envoyé par le ministre de la production industrielle et la chambre syndicale pour convaincre les autorités allemandes du caractère ultra parisien de la haute couture et en arguant que c'était une forme de patrimoine français et qui la haute couture ne pouvait pas s'exporter à Berlin, qu'elle était attachée à Paris et que l'image de cette haute couture était fondamentalement liée à la capitale française. Donc il a réussi à convaincre les autorités allemandes à mettre en place non pas une collaboration, mais une coopération pour obtenir des arrangements, on va dire, qui permettront à la haute couture de perdurer. Et donc, il revient en France en ayant réussi à maintenir cette haute couture à Paris. Toutefois, la haute couture va subir, elle aussi, les conséquences des rationnements. Et on va commencer dès juillet 1941 à avoir tout d'abord une liste de maisons autorisées qui va pouvoir bénéficier de contingentement de textiles qui leur sont réservés et qui vont également pouvoir vendre leurs modèles sans ticket de rationnement. Et qui établissait la liste de maisons? Les autorités allemandes et la chambre syndicale qui dressent la liste de ces maisons autorisées. Et qui était autorisé, qui ne l'était pas? C'était par exemple Lanvin, Molineux, etc. Ceux qui étaient les grandes maisons de haute couture de la période. Et les choses ont encore évolué en 1942 puisque on va avoir une réglementation au niveau des défilés qui va être beaucoup plus stricte et les couturiers vont se voir imposer un nombre de modèles par défilé. Des défilés d'automne-hiver 1942, un nombre de modèles, des métrages de tissus, notamment les tissus en laine, puisque la laine est contingentée, avec également un nombre limité de répétitions de ces modèles en laine. Et on aura également, les autorités allemandes vont fixer les dates de présentation des collections. Donc c'est une haute couture qui perdure, mais qui se trouve tout de même limitée dans ses activités.
Et les défilés se passaient où? Dans les maisons? Est-ce qu'ils se passaient à l'extérieur? Alors, elles continuent, les défilés, les présentations continuent à avoir lieu dans les maisons de couture. Mais il y a une place qui va devenir essentielle pour la mode parisienne, ce sont les hippodromes. Puisque ça va être le grand rendez-vous des élégantes et des présentations de mannequins, notamment pour les photographies de presse, puisqu'on va avoir des difficultés à avoir notamment l'éclairage, le matériel pour les studios photos. Donc de pouvoir faire les photographies en lumière du jour, ça va être très utile. Et donc on voit dès la réouverture de Longchamp, d'Auteuil, qui a eu dès l'automne 1940, tous les mannequins des différentes maisons se présenter à l'hippodrome. Hippodrome qui n'est pas seulement fréquenté par les classes sociales supérieures, c'est vraiment un lieu où toutes les classes se rassemblent. Mais on a cette présence de l'élite de la couture et on voit à travers la presse, on voit dans les films, etc., les modèles des maisons de couture qui présentent les dernières créations. Jour de course ou jour... Les jours de course, au pesage, effectivement. On les voit aussi, parfois au Cynodrome d'Asnières. Voilà. C'est vraiment un lieu de démonstration de la haute couture parisienne. Et est-il vrai qu'il y avait la journée de l'élégance à bicyclette? Parce qu'auparavant, on avait généralement un concours d'élégance automobile. Et restrictions obligent, plus d'essence, plus d'automobile. On passe à la bicyclette. Et pour les concours d'élégance également. Et il est organisé dès le premier a lieu le 23 juillet 1941 au pavillon d'Armenonville. Il est organisé par Paris Soir. Et on a des photographies qui en témoignent. On voit les mannequins des différentes maisons, Lanvin notamment, sur leur bicyclette avec les modèles adaptés à la bicyclette. Et des prix étaient remis, prix d'élégance, le prix pratique, voilà, selon les tenues. Est-ce que Paris a l'exclusivité des mondanités ou est-ce que d'autres villes de France, effectivement, la Côte, Vichy, enfin... Alors Paris garde quand même ce statut de centre de la mode, de centre de la vie mondaine aussi. Le tout Paris continue effectivement à se réunir, avec ou sans présence allemande, etc. Et c'est à ces occasions-là aussi, dans ces dîners, dans ces galas, qu'on voit les élégantes parisiennes se présenter avec haute couture. Et à aucun moment, il y a eu, par exemple, il n'y a plus eu de défilé, il y a eu un moment vraiment critique où on a arrêté. Les présentations ont continué. Alors, il y a eu un moment où les présentations ont été faites à Lyon aussi. Les couturiers sont partis à Lyon présenter leur collection. Mais la vie des maisons a perduré plus ou moins facilement, ce qui a permis aussi de garder les ouvrières et les ouvriers qui travaillaient dans les ateliers pendant toutes ces périodes-là. Donc le maintien de cette activité, c'était aussi sauvegarder l'emploi de beaucoup de personnes, parce que des maisons, Chanel, quand elle a fermé au début de la guerre, a licencié 4000 ouvrières, pour vous donner une idée de ce qu'étaient ces maisons. Comme en 1939, on a quand même 1900 modistes qui sont inscrites dans l'annuaire parisien, Firmin Didot, et qui exercent à Paris. Donc c'est preuve que cette activité de la mode de façon large occupe un grand nombre de personnes à Paris. Aujourd'hui, il y en a 3. Oui, à peine. À peine. Bon. Alors, effectivement, vous nous avez expliqué comment les couturiers palliaient au manque de laine et de coton, mais est-ce qu'on peut avoir les matériaux, par exemple les fibres artificielles ou d'autres choses? Alors, pour remplacer les textiles, effectivement, avec le manque de laine, de soie qui ne peut plus être importée, etc., on va beaucoup utiliser les fibres artificielles que sont la fibrane et la rayonne. Donc ce ne sont pas des fibres qui ont été créées pendant la guerre, elles ont été créées en 1884 par le baron de Chardonnay, donc ce sont des fibres qui sont connues, mais qui étaient peu utilisées et qui vont connaître un boom pendant les années d'occupation, qui ont un rendu qui est proche de la soie, avec rayonne et fibrane qui sont deux types, c'est de la cellulose à chaque fois, mais ce sont des questions de longueur de fibres. Et effectivement, elles vont être utilisées aussi bien pour le vêtement que par exemple pour les foulards ou pour des garnitures de chapeaux, des textiles. Elles vont être beaucoup employées. Quels étaient par exemple les matériaux qui n'étaient pas
Contingenté. Voilà, contingenté. Alors, on va trouver, par exemple, le ruban, la dentelle. On va avoir, après, on peut tout utiliser, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, on a un chapeau dans les collections qui est griffé de Niskeville, qui est réalisé en ruban de celluloïd, qui est formé en rucher, qui va garnir tout le chapeau. On a un turban de Jeanne Lanvin réalisé en ficelle de paille. On va trouver, par exemple, sur un sac Pullman d'Hermès, de la fourrure j'avais oublié le nom de l'animal, de chevreuil. Voilà. Et on va utiliser du carton, de la tapisserie, etc. Donc tous les matériaux sont employés, et ça aussi bien dans les grandes maisons que dans la fabrication maison. Et on va avoir par exemple le bois aussi, qui est effectivement utilisé pour les chaussures, mais qu'on trouve aussi sur des sacs. Donc on a, nous, dans les collections, un sac réalisé en marqueterie de bois. Et dans la presse, j'ai trouvé une mention en 1942 d'un sac création de Lucien Lelon, réalisé également en bois. Donc on fait feu de tout bois, si je puis dire, et on utilise vraiment tout ce qu'on peut trouver. Et donc, si on parle effectivement vêtements, est-ce que les doublures étaient les mêmes? Est-ce qu'ils étaient vraiment faits? Est-ce qu'on a aujourd'hui une différence entre une robe haute couture pendant la guerre et une robe haute couture qui a été faite avant ou après? Est-ce que c'est la même chose? En étudiant les objets, on se rend compte qu'effectivement, dans la fabrication, il y a des choses qui ont changé. Alors, il y a par exemple, on le voit au niveau des coutures, le fil étant lui aussi contingenté et rationné, on voit que les points ne sont pas les mêmes, sont plus espacées, les coutures sont moins serrées. On a également, dans les collections une veste de Jeanne Lanvin, c'est un drap de laine rouge, qui a une doublure. Et on se rend compte que la doublure, au lieu d'aller jusqu'au bas de la veste, s'arrête aux 3/4, ce qui permettait de faire une économie de tissu. Donc on garde quand même la doublure, parce qu'il faut que ce soit quand même fini, etc., pour que la cliente soit satisfaite de ce qu'elle achète. Mais on voit que même ces maisons-là doivent faire avec les restrictions et sont obligées d'adapter leur fabrication. Et quand on parle effectivement des femmes qui utilisaient les costumes de leur homme partis au front pour les transformer, etc., est-ce que c'était généralisé ou est-ce que ça reste des cas particuliers? On le voit même à travers la presse, parce qu'on a ces conseils de transformer les vêtements, etc., masculins, vêtements féminins, voilà. Et on a une preuve tangible dans les collections qui est un tailleur d'homme qui a été transformé effectivement pendant la guerre en tailleur pour femmes. Et on voit, alors ça a été très bien fait, c'est vraiment donc le impeccable. pantalon est transformé mais le en pantalon jupe. est transformé en jupe avec des pinces, on a ouvert les jambes du pantalon, recousu pour faire la jupe. Le tailleur a été remis à la carrure, taillé à la carrure de la dame qui l'a fait, et on a vraiment cette réutilisation des vêtements masculins. Oui. Et donc vous parliez de la presse, quelle place avait-elle effectivement pendant la guerre, la presse féminine? C'est une place importante et même essentielle. On le voit, alors elle a différents objectifs. Il y en a l'objectif dont je parlais tout à l'heure, c'était de maintenir cette élégance parisienne avec un discours qui revient en permanence, de garder sa dignité à travers une élégance qui perdure. On a également tout l'aspect conseil qui va être extrêmement important, qu'on retrouve plus dans des journaux comme Marie-Claire, Mode du jour, voilà. Il y a des catégories de presse féminine qui sont différentes, où on va donner pléthore de conseils aux femmes pour fabriquer elles-mêmes leurs vêtements, leurs accessoires, élever les lapins pour les cuisiner, mais également récupérer la fourrure pour en faire des manchons, des parures de manteaux, etc. On va le dire avec 55 cm de métrage, faites votre sac vous-même, transformer des isolants électriques en ceinture, enfin voilà, il y a tout un tas de conseils qui sont adressés à ces femmes, des patrons aussi, il y a beaucoup de diffusion de patrons, le petit écho de la mode notamment, pour justement permettre, et donc là pas seulement parisienne, ça s'adresse plus largement aux Françaises, de continuer à s'habiller avec les moyens qu'elles peuvent trouver. Et est-ce qu'il y avait par exemple de la propagande gouvernementale, effectivement, et quelles étaient ses recommandations? Alors effectivement, il y a le gouvernement de Vichy
tente de mettre en place ce que l'on appelle la révolution nationale avec le fameux travail famille-patrie, avec la place de la femme qui est définie, un retour de la femme au foyer, qui fait des enfants et qui les élève, etc. Sauf qu'à un moment, avec 700 000 prisonniers de guerre, la femme, il faut qu'elle sorte un tout petit peu de son foyer pour pouvoir faire tourner les usines et puis nourrir sa famille. Donc il y a eu des petits assouplissements quand même de ce point de vue-là. Mais effectivement, il y a une réelle propagande qui est mise en place par le gouvernement de Vichy et qu'on va retrouver dans la mode, à travers notamment des foulards qui sont édités par la maison Paul Combet, un soyeux lyonnais, qui édite donc des foulards à l'effigie du maréchal Pétain. Notamment, on les retrouve publiés dans la presse, dans l'art et la mode dès mars 41. On les voit, donc le portrait du maréchal entouré de drapeaux tricolores. Ils en éditent un également qui s'intitule « Les voyages du maréchal » et qui reprend les différentes étapes des voyages du maréchal Pétain en France en 40 et en 41. Et cette image, il y a une forme de culte du chef qui s'exprime également à travers ces foulards. Et pour donc on a parlé beaucoup de mode, etc., mais pour le maquillage de la femme, sa coiffure, etc., est-ce qu'ici aussi, la presse donnait des conseils? On a des astuces, et notamment pour, évidemment, les bas, puisqu'on ne trouve plus de bas. Donc, par rapport à c'est la cosmétique qui va prendre le relais. Alors, il y a la fameuse technique du brou de noix qu'on applique sur les jambes et le trait de crayon à l'arrière. Mais face à ce besoin des femmes, des fabricants de cosmétiques vont proposer des produits à ces femmes. Par exemple, Elisabeth Arden va proposer le 200 fin, qui reprend des catégories de bas, notamment de mailles. Le 200 fin, c'est une typologie de bas. On va avoir Bien-Aimé qui va proposer le fil-pas, jeu de mots. Et ce sont donc des lotions qu'on va appliquer sur les jambes et qui vont permettre de créer l'illusion du bas. On n'a pas parlé de gants, mais est-ce que les gants étaient importants? Est-ce qu'ils étaient aussi créatifs que d'autres accessoires? Alors les gants, on en a relativement peu dans les collections et on en trouve relativement peu parce qu'ils ont été beaucoup utilisés, beaucoup usés, donc ils sont peu restés. Il y a effectivement une créativité par la couleur, souvent c'est une touche de couleur dans la silhouette. Et ils vont être aussi témoins de ces restrictions parce qu'on voit une maison comme Guibert, qui est un fabricant de gants installé à Millau, grande région du gant de cuir, qui va être obligé de trouver des astuces pour contourner les restrictions de cuir et qui va par exemple proposer un modèle qui s'appelle Trick Track, qui est un patchwork de cuir et qui est fait à partir de petits morceaux de cuir récupérés dans les grandes pièces qui sont utilisées pour pour des sacs par exemple ou d'autres choses. Ils vont réutiliser également la peluche qui est sur des grosses machines qui s'appellent des polisseuses, etc. pour la ganterie, et donc ils vont récupérer cette matière-là pour la tisser et en faire des gants. Donc les gants aussi, ils sont amenés à s'adapter, et on va voir même des gants avec un petit emplacement qui permettra de mettre le ticket de métro. On est utile et pratique. Donc alors, ces années noires, on l'a bien compris, ont été un tournant, ils ont été quand même assez riches. J'ai l'impression, est-ce qu'une fois la guerre est finie, on oublie tout, ou qu'est-ce qui est resté finalement de ces années-là? Alors là, on se rend compte aussi, en étudiant cette période, qu'en 45-46, même s'il y a cette volonté de sortir de la guerre, de l'occupation, la mode va perdurer. On va garder toujours cette silhouette assez épaulée, ces jupes assez courtes, parce qu'on est encore dans une période de difficulté économique et on est encore face à des restrictions de tissus, etc. Et il faut attendre 1947, évidemment, et la fameuse collection baptisée New Look par Carmen Snow de Christian Dior pour voir d'un coup une utilisation incroyable de métrage de tissu qui, au premier abord, est choquante parce que c'est vrai qu'on a été tellement contingenté pendant ces années d'occupation que d'un coup c'est une sorte d'étalage de métrage de tissu. Alors effectivement, vous avez parlé des différents couturiers, mais
Vous avez dit qu'il n'était pas tout à fait libre de créer ce qu'il voulait, si j'ai bien compris. Est-ce que, je ne sais pas, ils n'ont pas été appelés au front, ils sont pas partis, tout le monde est resté. Je sais pas, à un moment donné, rien ne s'est arrêté. C'est quand même. Alors, dans les maisons de couture, il y a des personnes qui effectivement sont parties au front, ont été retenues, etc. C'est un milieu qui est quand même assez féminin. Donc, dans les ateliers, il y a beaucoup de femmes. Donc, effectivement, si ce n'est du fait des lois contre les juifs, etc., qui ont pu interdire certaines personnes de travailler. Mais ces maisons ont continué à maintenir. Alors, le nombre d'ouvriers a souvent baissé quand même si certaines maisons comme FAT, etc., qui ont connu des productions très importantes pendant la guerre, ont maintenu, voire embauché encore plus. Selon les maisons, c'est un petit peu varié. Puis il y a des maisons qui ont pu fermer, réouvrir. Voilà. Schiaparelli est parti aux États-Unis assez rapidement au début de la guerre, pas dans une fuite absolue du pays, mais notamment pour rassembler des fonds aux États-Unis pour aider au débarquement, etc. Donc il y avait aussi cette dimension-là. J'avais une question, et elle est partie. Oui. Qui achetait? Finalement, on se rend compte qu'il y a toujours des gens très très riches qui sont là, qui font vivre. Est-ce que ce sont uniquement des Français? Est-ce que ce sont des Allemands? Est-ce que ce sont des Américains qui achetaient? Alors, il y a toujours une partie de cette société aisée qui existait avant-guerre et qui continue à acheter dans les maisons de couture. Donc, il y a une clientèle qui perdure pendant cette période-là qui existait auparavant. On a effectivement une clientèle allemande, les épouses d'officiers qui sont à Paris, qui descendent dans les maisons de couture pour s'habiller, qui sont présentes au défilé, aux présentations. Puis évidemment, il y a aussi des femmes qui ont profité du marché noir, qui ont profité des circonstances, qui ont des revenus plus confortables qu'avant-guerre, et c'est une forme de nouvelle clientèle, effectivement, qui apparaît dans le milieu de la couture aussi. Je fais exprès d'arrêter là pour vous laisser la parole. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Allez-y. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de la mode féminine. Est-ce que ces évolutions apparaissent aussi dans la mode masculine? Alors, dans la mode masculine, elles sont moins flagrantes, on va dire. C'est vrai que la mode féminine est toujours très symptomatique de la période et des grandes tendances. Pour les accessoires, les mêmes choses se retrouvent chez les hommes au niveau des chaussures. Les chapeaux, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus classiques, des chapeaux en feutre, fendus, etc., des choses assez sport. On porte peu le melon, enfin, il disparaît de la silhouette masculine, c'est quelque chose de plus sport, finalement. Mais sur les ceintures, on retrouve aussi des choses qui sont réalisées en carton, en tissu, voilà. Mais cette mode masculine, elle évolue moins que peut l'être la mode féminine. Moi, j'ai une petite anecdote à Allez-y. vous rapporter, parce que ma mère était modiste, donc pendant la guerre, et elle m'expliquait qu'elle avait... bon, ma famille était assez modeste, mais comme il n'y avait... Bon, je pense qu'ils ont mangé à leur faim, mais comme il n'y avait rien à acheter, finalement, on achetait presque le superflu, parce qu'elle s'était offert chez un bottier une paire de chaussures avec une semelle de bois et des lettres chinoises peintes à la main. Ça, j'ai souvent entendu raconter cela, ce qui représentait une somme à l'époque, mais il n'y avait rien d'autre à acheter, donc on achetait peut-être... quand on pouvait manger à sa faim, bien sûr, elle pour était se faire hébergée plaisir par ses parents, mais pour se faire plaisir, voilà. On retrouve dans vos collections du raffinement comme ça? Oui, il y a encore une production de luxe, et effectivement, qui s'adresse à une certaine clientèle, mais rien n'empêche une femme qui, à un moment... Je pense que c'est aussi, à travers la mode, à travers ses accessoires, etc., une façon de quitter la morosité, le côté absolument oppressant de l'occupation et de cette situation-là. Et même pour nous, à l'heure actuelle, on a le même réflexe parfois de s'offrir quelque chose quand on en a les moyens, évidemment. Et je pense que la priorité était avant tout de trouver de la nourriture, etc. Mais à travers ces objets-là, c'était une façon aussi
voilà, de rester fier, de rester digne, de prendre soin de soi. Et c'est important pour durer aussi sur ces 4 années d'être... Oui, le goût n'est pas rationné. Non, exactement. L'astuce, l'inventivité, le goût ne sont pas rationnés. Désolée, j'ai une seconde question. Est-ce que, quand la réalisation des colonies a commencé, est-ce qu'il y a eu des preuves de solidarité de couturiers non juifs envers des couturiers juifs qui auraient été interdits d'exercer? Est-ce que vous savez si... Alors, c'est pas une question... Côté couture, c'est pas une question sur laquelle je me suis beaucoup penchée. Côté plus accessoires, parce que c'était plus le sujet d'étude à ce moment-là, il y a eu des arianisations de maisons de mode, enfin de modistes, d'entreprises de modistes, etc. Les actes de solidarité, sans doute, parce qu'il y en a eu dans d'autres secteurs, donc il y en a sans doute eu. Après, il y a eu beaucoup de récupération et quand on a... Ça a été très beau, enfin si j'ai le temps de raconter. Ça a été une très jolie expérience quand on préparait cette exposition au musée Jean Moulin avec ma collègue Fabienne Faluel, qui était commissaire également de l'expo. On ne savait pas comment aborder cette question de l'arianisation qu'on voulait absolument traiter. Et en même temps, dans une exposition, il faut passer par l'objet pour que ce soit significatif. Et pendant qu'on préparait l'exposition, un jour, il y a une personne qui est venue nous voir, qui s'appelle Catherine Bernstein, et qui nous a expliqué qu'elle voulait réaliser un documentaire sur sa grand-tante, qui s'appelait Fanny Berger, qui était modiste, qu'elle avait rassemblé des éléments autour d'elle, ce qui lui était arrivé pendant la guerre. Et donc elle avait tous les papiers qui concernaient sa déportation, son arrestation quand en 1942 elle est partie en zone libre, elle a tenté de partir en zone libre, elle a été arrêtée. Elle a été internée à Moulins, Beaune-la-Rolande, Drancy, puis de Bobigny, Auschwitz. Et donc elle nous explique l'histoire de cette femme, et elle me dit, est-ce que dans vos collections vous avez des pièces de cette modiste? Alors nous on avait quand même vu tous les objets, etc. Ça ne nous dit rien. En même temps, dans les collections, on a beaucoup de modistes différents. Donc, bon, on reprend le fond, on regarde à nouveau les objets un à un. Et là, d'un coup, on tombe sur Fanny Berger. Et on a 3 chapeaux d'elle dans les collections, donnés par la même donatrice, qui était sans doute donc une cliente. Des chapeaux qui sont 39-40, donc voilà, elle est partie à Auschwitz en 1943. Et d'un coup, je vous assure qu'il y a eu une sorte d'émotion qui nous a envahis, et il ne reste plus que ces 3 chapeaux de cette femme, 2 photos et des papiers. Et du coup, on avait pour l'exposition voilà, le symbole de ces personnes et de ce qu'elles ont vécu pendant cette période. Et enfin, on pouvait aborder ce thème-là en étant fidèle à nos objets. Et c'était... Si on reste dans le domaine de la haute couture, il n'y avait pas tellement de juifs dans la haute couture. C'est des domaines... c'est la main-d'œuvre quand même. Dans la main-d'œuvre, et c'était plus les fourreurs, effectivement, qui étaient concernés, etc. Satellites, mais les grands couturiers... Dans les grands couturiers, oui, il y avait relativement peu... Ouais. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de couturiers de grands couturiers qui se sont compromis? Alors, après la guerre, finalement, peu de personnes ont été embêtées. Alors, Lucien, il y a eu des procès, etc., mais je crois que personne a fait le voyage, et parce qu'il a assisté au déjeuner de la table ronde, etc. Mais ce qui a été dit, c'est que c'était aussi dans le but de sauver une industrie. Voilà, donc il y avait des circonstances, on va dire, à cette, non pas collaboration, mais comme je disais tout à l'heure, coopération. C'est toujours la délicatesse de cette période-là et de ces sujets-là. Finalement, personne n'a réellement, dans la couture, dans les couturiers en tout cas, personne n'a été réellement embêté. Chanel, c'est assez différent. Chanel, c'est surtout qu'elle a fermé dès le début de la guerre. Après, elle a sorti une collection tricolore, elle a fermé. Elle a licencié 4000 personnes, ça c'est certain. Elle est partie, voilà, il y a eu ce qui s'est passé, etc. Mais elle n'a pas exercé finalement pendant l'occupation. Et alors après, il y avait, était-elle espionne, pas espionne, enfin il y a tout un tas de choses. Voilà. Elle est partie en Suisse après la guerre, et elle a réouvert en 1954, et surtout le gros problème, c'est l'attitude qu'elle a eue par rapport à la famille Wertheimer, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui possédait les parfums, et qui était la seule activité qui perdurait, et qu'elle a essayé, semble-t-il, de récupérer, voilà. Donc, c'est surtout sur cette... finalement, c'est pas sur l'activité de la maison en tant que maison de haute couture, mais c'est ce qui s'est passé en parallèle par rapport au parfum.
Et c'est quand même les Wertheimer qui lui ont demandé en 54 de réouvrir pour relancer les parfums. Après, je crois. De toute manière, ils sont Mais ils sont restés propriétaires. propriétaires. Mais c'est surtout qu'ils avaient vendu ou donné à, j'ai oublié son prénom, c'est Amio, à leurs amis, l'entreprise, ce qui fait que ça n'a pas pu, l'entreprise n'a pas pu être arianisée et donc récupérée, etc. Et qu'après-guerre, il leur a rendu l'entreprise. Est-ce qu'il y avait des couleurs d'interdites pendant la guerre Alors, il y a des couleurs d'interdites, non. En revanche, porter du tricolore, oui. Mais alors, il y a eu Chanel a fait une collection tricolore au départ, côté très, voilà, avant que ça se gâte. Mais on voit que pendant toute la guerre, le tricolore, il est quand même très présent. Et alors, soit affiché complètement sur une robe, etc., par un imprimé, bon, plus ou moins discret, mais on pouvait avoir des problèmes avec les autorités allemandes, soit de façon un peu plus subtile, par des touches. On a des témoignages qui le disent, etc. Des touches, alors un rouge à lèvres très rouge, on va avoir un gant bleu et puis un chapeau blanc, voilà. Effectivement, on a aussi dans les collections des petits boutons tricolores que la donatrice, enfin que la fille, la mère de la donatrice avait porté pendant la guerre. Il n'y avait pas que les boutons tricolores, parce qu'à l'exposition, il y avait des très très beaux boutons avec des messages. Ah oui, mais effectivement, dans les boutons, on a aussi des messages, on va avoir des symboliques, on peut avoir... La voisine de Madame Pécheux, qui était la secrétaire, du musée Chamboulin, elle était Rochambelle. Alors, les Rochambelles sont des femmes... De la fondation, du coup, c'est ça? Voilà. Oui. Qui était infirmière et qui allait sur les champs de bataille. Et elle me disait qu'il y avait Madame Gray qui avait été ennuyée, qui avait fait une collection tricolore. Ils ont fermé la maison, effectivement, pendant quelques mois. Elle a eu l'autorisation de réouvrir, mais voilà. Effectivement, elle avait fait des modèles tricolores dans sa collection. Nous, on n'était pas sur la fondation, on était vraiment avec le musée, qui sont deux choses voilà. Monsieur. Une question. Pendant cette période, la France ne peut plus vraiment rayonner. Est-ce que les pays qui étaient clients de la haute couture, je pense l'Amérique du Sud ou les États-Unis, imitent cette mode système D, ou est-ce qu'ils coupent tout bien avec Paris? Pas réellement. Ils continuent à avoir effectivement la mode parisienne. Je pense pas qu'ils soient passés à une mode système D à ce point-là, parce qu'eux avaient encore possibilité de produire. En revanche, effectivement, se fournir à Paris était compliqué. Alors, la chose qui se passe pendant la première partie de la guerre, c'est que les maisons de couture ont quand même encore des boutiques sur la côte, ce qui permet encore aux clients étrangers d'accéder à certains modèles. Quand la zone libre sera occupée, ça va changer un peu la donne, mais finalement, ces 2 années, enfin, c'est relativement court. Et c'est vrai que tant qu'à Biarritz, les maisons de couture, Lanvin, etc., ils ont des maisons à Lanvin, à Biarritz, à Cannes, etc., à Nice, etc., sur la côte méditerranéenne. J'ai dit à l'envers. À l'envers. Voilà, donc il y a quand même cette possibilité de diffuser encore par ce biais-là pendant les premières années. Est-ce que vous diriez que la guerre a produit un style, a fait bouger un peu la haute couture ou pas? Ou ça a été, ça s'est... Il y a une vraie créativité, je pense, qui s'est mise en avant pendant cette période-là, avec cette adaptation, avec cette ligne qui est quand même une ligne très massive. Enfin, ce côté militaire, justement, très épaulé, etc., c'est quand même une silhouette qui est lourde, qui va être ponctuée d'accessoires qui vont être de plus en plus volumineux, etc. Donc, on voit qu'effectivement, la haute couture, elle va tenter de créer, elle va s'adapter, elle va innover par rapport à ce qu'elle faisait dans les années 30. Mais à la fin de la guerre, on sent qu'il y a une lassitude terrible. Et on le voit notamment dans les chapeaux, où finalement, cette espèce d'extravagance dans les volumes, dans les garnitures, etc., c'est trop... Enfin, et on sait plus on a l'impression qu'on rajoute et on rajoute et on rajoute, parce qu'on ne sait plus comment faire autrement. Et il y a un déséquilibre de la silhouette qui se crée, et c'est pour ça que je pense qu'aussi avec le New Look et les années 50,
On va changer complètement de silhouette, d'esthétique, on va revenir aussi en arrière parce que ça va être très historicisant. Et c'est aussi le fait de chercher aussi dans ses racines et dans un historicisme, c'est aussi un symbole d'avoir besoin de se retrouver et de revenir sur des bases et des choses. Voilà. Même pendant la guerre, on voit qu'il y a par exemple une influence médiévale, on a la Belle Époque aussi qui va jaillir comme ça, parce qu'on a besoin d'identité et de revenir à des choses qui ont marqué une esthétique. Et après, on se sera servi de ce qui s'est fait pendant la guerre. On va quand même, jusqu'en 71, on va quand même mettre voilà, pour faire le lien. Il faudra attendre 71 pour se référer à... Il faut attendre 71 et encore dans quelles conditions, enfin, puisque la collection, c'est une collection qui fait scandale, c'est une collection qui ne sera pas suivie par la suite. Il faut attendre finalement le début, enfin, les années 2000 pour que vraiment on vienne repêcher certaines choses, les semelles compensées en bois, les choses comme ça. Je suis pas d'accord. On a une objection. Oui. Allez-y. Oui, parce que quand vous dites, bon, ça fait scandale, ça n'a pas été suivi, on avait toutes des semelles compensées dans les années 70. Ben oui. On était tous habillés, on avait tout, il y a eu le film La Combe Lucien avec Aurore Clément et sa permanente, on était toutes permanentées comme des caniches, on avait tout le look Libération, enfin Libération. C'est-à-dire c'est pas revenu tous les 10 ans, quoi, vous voyez. Non, mais je veux dire, on était vraiment là-dedans à ce moment-là, c'est-à-dire c'est comme aujourd'hui les jeunes qui portent du 80. Bon, c'est là que je sens que, voilà, comme ma mère, quand moi j'ai porté les semelles compensées, mon père détestait ça parce que ça lui rappelait la guerre. Et nous, on portait ça avec des soquettes parce que ça ne nous rappelait pas la guerre à nous. Et pour eux, c'était des très mauvais souvenirs parce que justement, les femmes qui se faisaient pas les collants, elles mettaient des soquettes. Oui. Donc nous, on a porté les soquettes. Et donc, je sais pas si ça fait scandale peut-être dans la haute couture, mais ça a été porté. Je veux dire, ça... Combien d'années vous avez porté ça? Oh, pas longtemps, le temps de la mode. Voilà. Mais les semelles compensées ont duré longtemps. Hein. Oui, et c'est ressorti, ça ressort. Sur les semelles compensées, c'est un peu différent. Après, sur la silhouette, à proprement parler, vous aviez peut-être effectivement des semelles compensées qui sont revenues. Plus, on récupérait des chemisiers des années 50. Oui, le côté vintage, etc. Oui, mais des 50, c'est pas pareil. Si c'est des choses des années 50, c'est pas... Oui, enfin, est-ce que vous aviez des tailleurs épaulés comme ça et des choses comme ça? Oui. Eh ben, vous êtes une très pointue. Non, on était toutes comme ça, je crois. Pour moi, c'est pas représentatif forcément de la mode. Enfin, il y a des éléments qui peuvent être... Il y a des éléments qui peuvent être repêchés. La semelle compensée, c'est effectivement le contre-exemple, je suis d'accord. Mais cette silhouette hyper structurée, qu'on retrouve après dans les années 80, je suis d'accord, mais parce que côté... Pas pareil, parce que côté masculin, etc. Mais cette silhouette très épaulée, taille, genoux, etc., c'est pas la silhouette des années 70. C'était fin des années 70, c'était 77. Oui, mais parce qu'on basculait sur les années 80. Oui, non, mais cette mode-là, oui, parce qu'au début des années 70, c'est voilà. Mais ça, c'est une continuité quelque part. C'est quand même une mode qui est pas revenue de façon aussi complète, etc., dans la silhouette que d'autres périodes. Enfin, c'est mon ressenti. On ne vous mettra pas d'accord. Je vais prendre une autre question. C'est des éléments, mais pas dans une silhouette aussi. C'est sûr qu'on on n'a pas été déguisé comme... Mais on a récupéré des trucs. À l'arrière, une main s'était levée. Oui, alors j'ai juste une question. Si vous pouvez juste hausser un tout petit peu la voix, merci. Comment une maison de couture décide par exemple de fermer pendant la guerre et une autre maison de couture comme Lanvin décide de rester ouverte? Comment ça s'est joué? Pourquoi il y a des maisons de couture qui sont restées ouvertes pendant la guerre et d'autres qui ont fermé? Est-ce que c'était des choix personnels? Est-ce que c'était des couturières? Est-ce que c'était des directives, je sais pas, du syndicat de couture par exemple? Tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, dans les maisons de couture, des maisons qui ont fermé, pas tant que ça. Mais ça pouvait être une décision prise pour pas continuer son activité du fait d'occupation, etc. Après, c'est quand même des gens qui ont besoin de produire pour vivre, qui font vivre leurs employés. Donc, ils continuent. Après, il y a eu des fermetures décidées par les autorités allemandes. Effectivement, quand Madame Gray a fait sa collection
Tricolore, c'était vraiment une représailles, enfin, c'était en représailles que la maison a été fermée. Voilà, non, c'est pas le... C'est moi. Je pense pas que ce soit la chambre syndicale qui décide d'une fermeture. Après, on peut déclasser une maison haute couture, enfin de la catégorie haute couture, mais c'était pas le syndicat de la haute couture qui allait décider de la fermeture. Donc c'est vraiment des choix. Donc soit c'était un choix, soit c'était économique parce que en même temps, si la maison ne fonctionne plus, etc., on ferme. Soit c'était une décision de l'autorité allemande pour X ou Y raison. Moi, je me posais une question qui est plus sur votre travail. Comment vous faites pour réunir toute cette information? Enfin, parce que il y a des détails. Est-ce que vous allez, vous avez dit que vous avez rencontré des gens, mais est-ce que vous allez aussi vous parler des détails de vêtements que vous avez trouvés? Est-ce que vous trouvez ça en chinant des vêtements? Enfin, je me posais la question de savoir comment vous réunissez toute cette matière qui finalement a disparu. Un peu comme les couturiers aujourd'hui créent des collections, ils vont bien chercher des inspirations. Vous me demandez comment vous aviez fait? Alors, la constitution des collections, il y a deux axes, soit sont des dons. Et la première pièce de la guerre qui est entrée dans les collections, c'est en 1955. Et c'est une robe que la donatrice avait faite pendant la guerre et avait portée. Le premier chapeau, c'est 1956. Donc il a fallu 10 ans avant qu'il y ait des pièces de cette période-là qui rentrent dans les collections. Et ensuite, il y a eu des dons progressifs. Et ma collègue Fabienne Falluel, qui était à l'origine du projet, il faut quand même se dire que le projet a été initié en 2002. Elle avait l'idée depuis les années 80, ça a été initié en 2002. Elle a ouvert en 2009 pour différentes raisons. Voilà. Parce que c'était compliqué. Parce que c'était compliqué, puis des questions budgétaires, des questions effectivement du sujet qui reste très sensible. Et pendant toutes ces années, elle a aussi cherché les objets auprès de collectionneurs. Donc elle a par exemple enrichi le fonds de sacs qui était très pauvre au musée. Donc elle a fait des campagnes d'acquisition de sacs, de foulards, voilà. Après, certaines maisons conservent aussi des archives de la période. Par exemple, chez Hermès, dans leur carréothèque, les carrés Hermès, ils ont dans les collections des foulards de la période. Voilà. Et ça a été un travail de longue haleine pour rassembler tous ces objets-là. Et ces informations, on les a aussi en observant les objets. Pour nous, conservateurs de musée, c'est vraiment indispensable de regarder l'objet et de l'étudier. Et c'est comme ça qu'on comprend que la veste Lanvin, elle a un problème de doublure. On voit que les coutures sont mal faites, qu'on voit que les chapeaux ont plus de coiffe intérieure. Ils sont plus doublés. C'est comme ça qu'on découvre une doublure de sac tricolore cachée au fond du sac, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette étape d'observation des objets. Et puis après, les sources d'archives diverses et variées, la préfecture de police, les récits des couturiers, les récits de Colette, par exemple, quand elle... de ma fenêtre, quand elle raconte ce qui se passe au Palais Royal, etc. Enfin, voilà, croiser les sources, plus des témoignages. Les témoignages des donateurs aussi, qu'on essaye de transcrire quand ils nous donnent les pièces. Et ça permet de lire ces objets et d'en offrir la lecture au public. Encore beaucoup de gens vivants. Oui, et du coup, c'était très émouvant pendant l'exposition, parce que dans les visiteurs, il y avait principalement des dames, il faut bien dire, qui venaient visiter l'exposition et qui disaient « Oh, j'ai porté ça, moi aussi j'avais des semelles comme ça, etc. » Les ventes aux enchères, ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis c'est devenu un peu plus tendance, donc ça ressort aussi, effectivement, sur le marché. Une dernière question. Si. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les azous? Alors les azous, effectivement, alors c'était un mouvement, on va dire, contestataire pendant l'occupation. Généralement, c'était des jeunes, pas désœuvrés, mais un peu rebelles, on va dire. On ne peut pas parler forcément d'une réelle résistance à l'occupant, c'était plus une forme de résistance sociale. Et ce qui les caractérisait, c'était leur look improbable, très exagéré, où ils portaient des grosses chaussures à grosses semelles de crêpe, des pantalons feu de plancher avec les chaussettes qui dépassaient. Ils avaient toujours un parapluie à la main, toujours, mais fermé, toujours, même quand il pleuvait. Et un col haut et une cravate très fine. Ça, c'était pour les garçons. Oui.
Et ils avaient effectivement des vestes avec grandes et puis très longues, enfin un côté un peu nonchalant. Et les filles, elles avaient des coiffures improbables, très maquillées, etc. Et les azous, alors c'était surtout, effectivement, c'était aussi la musique, c'était se rassembler, etc. Mais il y en a certains quand même qui ont été un peu plus loin dans leurs revendications. Alors, est-ce que c'est par inconscience ? Est-ce que c'est par réelle revendication politique? Mais quand le port de l'étoile a été imposé aux Juifs, certains d'entre eux ont découpé des étoiles soit en tissu, soit en carton, et sur lesquelles ils avaient inscrit swing, zazou, jazz, etc. Et certains se sont fait arrêter quand même. Et dans les archives de la préfecture de police, ils conservent un certain nombre de choses de la période, on a ces étoiles qui ont été conservées, parce que c'était des pièces à conviction. Et, voilà. Alors des fois, ils s'en sortaient avec une réprimande, des fois un peu de prison, ça variait. Mais c'était surtout des côtés un peu dandy comme ça, et qui marquaient quand même un peu leur époque. Alors avant d'applaudir Mademoiselle Gutton, oui, je vous dis que dans un mois, le 4 juin, Olivier Saillard, qui est le directeur du Palais Galliera, sera ici même pour nous parler des relations de la mode et de son passé. Ça s'appelle Passé, Présent, Futur. Et en attendant le 4 juin, on va applaudir chaleureusement. Merci à vous.